aujourd'hui, je ne suis pas au studio, comme vous pouvez le constater. Je suis à Versailles et vous reconnaissez la cour de marbre. Je vous emmène en exclusivité dans les cabinets intérieurs de Marie-Antoinette que l'on va visiter avec la conservatrice Hélène Delalex. Bonjour Hélène Delalex. Bonjour Virginie Giraud. Merci de nous accueillir dans votre boudoir, on peut dire ça comme ça? Oui, dans notre ancien cabinet du billard. Dans cette pièce, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, il n'y a pas de billard. C'est une pièce rectangulaire, au mur blanc, avec des soieries lyonnaises sur deux des murs, des meubles assortis en bois doré. C'est absolument somptueux, ce sont des meubles d'époque. Oui, absolument. Le cabinet est dans un grand état d'authenticité, avec à la fois la garniture qui avait été posée sur les murs, et puis également tout cet ensemble de mobilier, à la fois de folio, mais aussi de Jacob, commandé par la reine, pour donc, ce qui était ce cabinet du billard, l'une des pièces les plus riches de cet étage. Un billard, un grand billard d'ailleurs, en bois des Indes, qui faisait presque 4 mètres sur 2, qui apparaissent parfaitement sur les plans. Et le billard était vraiment très à la mode, voilà, depuis le règne de Louis XIV. La reine aussi, elle avait d'ailleurs une queue d'ivoire spécialement tournée pour elle, dont elle conservait la petite clé. Et effectivement, la particularité de cette pièce, c'est cette tenture absolument prodigieuse qui a été donc placée ici donc vers 1785-1786. Il s'agit de la plus riche tenture jamais produite sous l'Ancien Régime. Un grand lampas en soie avec un fond chenillé et à la fois broché, puis aussi avec des médaillons brodés qui sont brodés par un point très particulier qui donne l'impression que les broderies sont dans le tissu lui-même. 34 couleurs, ce qui est absolument inouï, et presque 100 000 livres livrés donc par Jean Charton, un soyeux lyonnais. 100 000 livres, vous aviez déjà un bon petit château avec un parc pour 100 000, donc c'était tout à fait prodigieux. Hélène Delalex, je vous laisse nous emmener dans la salle à manger des cabinets intérieurs de Marie-Antoinette. On découvre ici cette toile dite au grand ananas. Alors, l'étude des archives montre qu'il y avait également ici, en 1784, une grande perse de Jouy, comme on dit, une grande indienne, motif exotique, fond blanc. Et effectivement, le choix s'est imposé vraiment comme une évidence, parce que cet ananas, en fait, il rassemblait presque de façon miraculeuse tous les critères que nous recherchions pour cette pièce. À la fois, c'était un lait entier, donc nous avions tout le rapport de dessin qui n'avait jamais été posé, donc qui conservait les couleurs originales, donc nous n'avons pas dû interpréter des couleurs qui auraient vieilli. Et c'est des couleurs très vives d'ailleurs qu'on voit ici. C'est des couleurs extrêmement vives, près de 22 couleurs dans le lit original, donc ça nous situe hiérarchiquement cette toile comme une livraison forcément royale. C'est une pièce qui a alterné entre pièces de retraite, salle à manger, je le disais tout à l'heure, tous les 2 ans. Et ici, il est dans un état salle à manger, on se rend compte avec donc cette table livrée par l'ébéniste Risner, ces chaises Jacob garnies, comme c'était l'usage, de la même tenture que les murs. Et puis, vous voyez ici un petit rafraîchissoir aussi, qui servait à rafraîchir les bouteilles, et ça servait aussi de petites tables de dessert. Et donc la reine, véritablement, alors comme on dit, elle dînait. Ici, dîner, c'est un peu notre déjeuner à nous, c'est-à-dire qu'elle était moins soumise au grand cérémonial du soir, avec donc quelques favoris. Alors ici, on est dans les cabinets intérieurs et pas des appartements. Quelle est la différence? Mais oui, c'est tout à fait juste, en fait. Alors par praticité, parfois on parle de petits appartements, mais tout a un sens à Versailles. Vous avez l'appartement, le grand appartement, ensuite l'appartement intérieur, le petit appartement, et appartement, ça veut dire que vous avez une chambre. Donc ici, il n'y a pas de chambre, donc on parle de cabinet, et elles sont vécues donc comme des petites pièces de retraite pour la journée, et la reine allait toujours dormir dans sa grande chambre jusqu'à la fin du règne. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire des cabinets intérieurs de Marie-Antoinette. C'est elle qui décide de les aménager ? Alors oui, c'est la première reine qui étend à ce point ses espaces personnels, vraiment dès son arrivée à la cour en 70 jusqu'en 1788. Auparavant, les reines avaient, pour Marie-Thérèse, 2 ou 3 petites pièces, un oratoire, une bibliothèque. Et donc, elle va petit à petit à la fois s'étendre et puis coloniser aussi des espaces, puisqu'en fait, à Versailles, les espaces n'étant pas extensibles, principalement dans le corps central, eh bien, il faut pour cela récupérer des petits espaces, à la fois à ses femmes de chambre,
chambre, au valet de chambre du roi, au propre valet d'ailleurs de son fils, ce qui explique aussi un petit peu l'aspect dédale et labyrinthe en fait de ces cabinets. Elle n'aménage pas un espace complet, elle fait avec ce qu'elle a, et les architectes vont rivaliser d'ingéniosité pour essayer de symétriser les pièces et former une sorte de, on peut le voir aujourd'hui, de canevas tout à fait charmant entre des pièces petits écrins et puis des choses très simples, hein, des petits passages, des toutes petites pièces simplement peintes en blanc, et ça frappe souvent les visiteurs de voir ces minuscules pièces et puis parfois très simples qui sont l'endroit véritablement où vivait la souveraine. C'est vrai qu'on a l'impression d'un intérieur presque bourgeois avec des petites pièces très bien décorées mais loin des fastes de la Galerie des Glaces par exemple. Et d'ailleurs, c'est pas si petit que ça, même si les pièces sont des petits modules, parce qu'il y a plein de pièces justement. Donc là, on se trouve dans le cabinet du billard, il y a le cabinet de la méridienne, mais il y a aussi la bibliothèque qu'on verra tout à l'heure. Il y a combien de pièces à peu près ici ? On va dire il y a une vingtaine sur les 2 étages, il y a une vingtaine de petites pièces. Alors c'est des toutes petites pièces, mais finalement, quand on enfile le collier de perles, finalement, ça fait quand même des espaces tout à fait conséquents. Ces appartements, on voit bien qu'ils sont retirés des lieux de vie de la cour classique. On imagine bien qu'on ne peut pas être à 50 courtisans dans ces pièces-là. Est-ce que c'est un appartement qui est créé pour être un peu à l'ombre des regards, pour être retiré avec ses favoris ? Oui, tout à fait. En fait, l'accès à ces cabinets intérieurs est strictement réglementé. Alors évidemment, si le château est depuis toujours largement ouvert à tous, eh bien pas partout. Et donc les différents accès ici sont gardés jour et nuit par le personnel de la chambre. Et puis les femmes de chambre, qu'on appelle les premières femmes de la reine, avaient une liste des très rares favoris à pouvoir prétendre y pénétrer. Et donc c'est des petits espaces donc pour la vie intime de la reine, aménagés essentiellement, où elle recevait essentiellement ses enfants, donc sa famille mais ses enfants, et puis vraiment quelques favoris triés sur le volet. Et il faut bien imaginer que finalement ces cabinets intérieurs, ça forme presque un monde intérieur à Versailles qui est parallèle au monde officiel et d'apparat du grand appartement et qui est pratiquement ignoré de la cour, hein. Il y a un page qui découvre ces petits cabinets lorsque la famille royale est partie en 1789, qui dit je découvrais un labyrinthe absolument inconnu de moi. Il avait passé presque 30 ans à la cour. Incroyable. Et alors justement, on y entre comme on veut quand on est Madame de Polignac, quand on est Monsieur de Fersen, ou il faut quand même être appelé par la reine pour pouvoir venir ici ? Non, c'est exclusivement sur invitation de la reine. Et donc, comme vous le disiez, certaines personnes, 5 ou 6 du cercle de ses favoris, de sa coterie, comme on disait, dont faisait partie évidemment Madame de Polignac, mais aussi le baron de Bézenval et bien évidemment Fersen. On voit que la toile de Jouy à l'ananas se prolonge dans une toute petite pièce qui est derrière la salle à manger avec 2 fauteuils, une petite table basse décorée avec une porcelaine fleurie. C'est quoi cette toute petite pièce ? C'est un boudoir pour discuter, pour échanger des confidences ? Oui, exactement. C'est un tout petit boudoir, vraiment la plus petite pièce des cabinets de Marie-Antoinette. Et elle pouvait ici eh bien, soit s'isoler, soit recevoir eh bien, un membre eh bien, de son cercle, ou même être avec ses enfants. Et on voit eh bien, qu'est-ce que c'est en fait finalement que ces cabinets de Versailles qui ensuite ont influencé toute l'Europe. C'est vraiment un univers, alors parfois tout petit, mais d'une extrême harmonie. Évidemment, il a fallu un architecte pour aménager ce lieu absolument fabuleux. Son nom n'est pas forcément le plus connu de l'histoire, c'est Richard Mick. Vous pouvez nous le présenter ? Oui, alors Richard Mick, il a la particularité d'être, ça c'est une grande nouveauté, l'architecte en fait dédié à la reine, sous le curieux titre d'ailleurs, non pas de premier architecte, mais d'intendant général des bâtiments et jardins de la reine. Et donc c'est avec Mick qu'elle va notamment remodeler complètement le Petit Trianon, les jardins, culbuter tous les jardins, comme disait joliment Merci d'Argenteau. Et puis c'est lui qui va élaborer d'ailleurs le petit théâtre de la reine à Trianon. Et c'est avec lui, vraiment en duo, qu'elle va, à partir de 1779, remodeler complètement ses cabinets intérieurs. Et donc ils forment une sorte de duo. Il est très dévoué, évidemment, il exécute tous ses désirs, ce qui plaisait beaucoup à Marie-Antoinette. Et notamment, d'Angivilliers, le comte d'Angivilliers, le nouveau surintendant des bâtiments du roi, eh bien, il aura bien du mal, finalement, à asseoir son autorité et même à freiner les dépenses sur ce duo formé par la reine et son architecte, puisqu'en fait, ce qui caractérise la reine, c'est qu'elle prend de plus en plus d'indépendance administrative aussi. Elle ne passe plus par les bâtiments du roi, ne passe plus par le garde-meuble de la couronne, et cette indépendance administrative eh bien, cause beaucoup de troubles, justement, dans l'organisation de la couronne. Hélène de Lalex, on a souvent l'image d'une Marie-Antoinette qui ne s'intéresse qu'à la mode, à des frivolités, à son apparence. Mais là, on est bien dans une bibliothèque extraordinaire. Alors, est-ce qu'elle était une grande lectrice ?
Alors, pour être honnête, non. Malgré les sempiternelles injonctions et supplications même de sa mère, l'impératrice, qui lui demande de lire. Comme elle n'a pas confiance, elle lui demande d'ailleurs de lui faire des fiches de lecture pour bien montrer qu'elle... Bon, en vain. Mais son lecteur, l'abbé de Vermont, nous dit qu'en fait, elle est très intelligente, très vive, très rapide, sauf qu'elle se lasse très vite. Donc elle lit, mais pas longtemps en fait. Il faut toujours qu'elle passe d'un sujet à un autre. Mais en fait, elle lisait aussi beaucoup ce qui lui plaisait. Donc elle lisait beaucoup de poèmes, de romans, de romans galants, également des pièces de théâtre, et puis surtout beaucoup de musique. C'est une très grande passionnée de musique, et donc elle lisait même des partitions qu'elle arrivait parfaitement à déchiffrer. C'est Richard Mick qui a organisé cette pièce, et il paraît qu'il y a un système très astucieux pour organiser les livres. Oui, alors cette pièce, elle est aussi dans un très grand état d'authenticité, parce que vous le voyez, ces petites tablettes-là, elles sont reliées par des crémaillères pour régler la hauteur des tablettes, et ce sont vraiment les crémaillères d'époque. Il y a un petit détail qui me saute aux yeux, c'est que quand on ferme la porte de cette bibliothèque, il y a une fausse bibliothèque. Qu'est-ce que c'est que cette coquetterie ? Alors, tout Versailles est en porte-feinte. Ici, vous avez des porte-feintes avec des fausses reliures. Vous avez également des porte-feintes dans les boiseries, dans les tentures. Et ça, évidemment, c'est pour conserver l'absolue symétrie de la pièce et ne pas départir une simèse avec une porte en plein milieu. Donc, vous avez la même chose chez le roi. Et puis, un petit peu partout. Donc, vous avez ce qu'on appelle vraiment systématiquement ces passages dérobés. Est-ce qu'on peut parler d'un style Marie-Antoinette ? Alors effectivement, Marie-Antoinette a une implication totale dans le choix de ses cabinets. Et effectivement, quand on regarde un petit peu tout cet ensemble de cabinets, à la fois à Trianon mais aussi à Versailles, eh bien, ils sont caractéristiques de ce qu'on peut appeler le style Marie-Antoinette, c'est-à-dire, d'abord, on le voit ici dans les autres pièces, un goût pour la clarté, la blancheur. Ça, c'est l'obsession à la fois du siècle, mais de Marie-Antoinette, la clarté, la blancheur. Et puis, ces petits cabinets donnent sur des petites cours tristes, et donc il fallait absolument apporter de la lumière. On voit aussi un vocabulaire décoratif toujours léger, avec des motifs féminins qui reviennent, comme les nœuds de ruban, comme les perles, comme les médaillons. Et puis également, évidemment, les fleurs qui sont répandues à profusion partout, sur les bronzes, sur les murs, sur le mobilier. Vraiment, le XVIIIe siècle, c'est la passion pour les fleurs, et parmi lesquelles la rose, l'œillet, la myrte, évidemment, règnent en maître. Et puis à Trianon, ce sera effectivement une teinte peut-être plus champêtre, d'accorder le dedans avec le dehors. En fait, on pourrait dire que partout, c'est un art d'un extrême raffinement. On voit bien que ce style arabesque, là, de fins entrelacs, mais qui se déguise toujours presque de naturel. Exactement, c'est ce qu'on constate ici. Il y a quelque chose de déjà très délicat qui est un peu en rupture avec le rococo, le baroque qui prévalait un petit peu avant. Et il y a une autre influence aussi, il me semble, parce qu'on arrive à la fin du XVIIIe siècle, on est en train de redécouvrir Pompéi et Herculanum en Italie, de redécouvrir l'antique. Donc est-ce qu'il y a des petites touches d'antique ici ? Absolument, elle souscrit complètement à ce retour à l'antique, comme vous dites, et notamment au cabinet doré. Nous allons voir tout à l'heure ces nouvelles boiseries qui remplacent donc la tenture qui est ici. Eh bien, on retrouve des motifs presque égyptisants aussi, avec notamment ces grandes sphinges qui sont les motifs posés sur ces grandes boiseries, et puis aussi un motif antique qui est la grande athénienne brûle-parfum, et qui forme cet ensemble qui va ensuite donner le nom à la pièce de cabinet doré. Mais une antiquité, là aussi, toujours légère, presque avec ces petits éléments qui sont suspendus comme ça dans ces arabesques. On a une deuxième bibliothèque derrière la première bibliothèque. Exactement, c'est un supplément bibliothèque que la reine fait aménager sur une ancienne pièce des femmes de chambre, et qui mène, on le voit, au ce qu'on appelle le grand cabinet intérieur de la reine. Ensuite, on l'appellera le cabinet doré. Comme on le disait tout à l'heure, ici auparavant il y avait cette extraordinaire tenture dans laquelle nous étions tout à l'heure, remplacée en 1783 par ces boiseries donc de style égyptisant, antiquisant, des boiseries dorées réalisées par les frères Rousseau, là aussi d'une finesse extraordinaire, et qui ont donné ensuite le nom de cabinet doré à cette pièce. Et puis juste en haut, Virginie, vous voyez ce fameux portrait d'ananas. Hélène de Lalex, parlons peu, parlons bien. Tout ça coûte une fortune. Est-ce que Marie-Antoinette vide les caisses de la France pour faire ses petits appartements ?
Alors effectivement, les dépenses de la reine ont beaucoup marqué l'opinion publique. Alors à la fois peut-être pour ses cabinets, mais là effectivement l'opinion publique n'était pas forcément au courant de tout, mais aussi dans cette période vraiment de dépenses intensives, d'ailleurs que lui reprochait beaucoup sa mère, sur les bijoux, les toilettes évidemment dont on a beaucoup parlé. Et effectivement, elle était très critiquée pour ça. Ça a même créé une sorte de fantasme. Par exemple, en 1789, quand les députés et les avocats visitent Trianon après le départ de la famille royale, ils s'attendent à voir à Trianon une pièce, alors qu'ils ont lu dans les journaux, entièrement tapissée de diamants avec des saphirs incrustés, des colonnes d'or. Et qu'est-ce qu'ils découvrent ? Voilà, un petit canevas aussi de pièces, plutôt l'élégance, je dirais, à la place de la magnificence. Mais elle se fait ensuite, elle se fait attaquer tout le temps, parce que ensuite, quand elle arbore un style beaucoup plus simple à la fin du règne, le style des robes simplement en mousseline, à l'anglaise, avec des grands rubans, là, elle se fait attaquer parce que justement, sa tenue est trop simple. Et il y a les soyeux lyonnais qui l'accusent directement de la ruine de leurs industries. Ils vont voir Necker, d'ailleurs, pour obtenir que la reine, au moins une fois par semaine, porte des soieries lyonnaises et non pas ses robes à l'anglaise. Donc, quoi qu'elle fasse, trop simple, trop riche, elle est soumise à la critique parce qu'elle est sur le devant de la scène aussi. Oui, Necker qui était le ministre de l'économie, et donc on attendait qu'il fasse rayonner l'industrie française et Absolument. L'industrie de la soie qui était le fer de lance de Lyon. Tout à fait. Est-ce que Marie-Antoinette est la première reine à avoir la main mise sur le décor de son univers ? Est-ce qu'elle était plus libre que les autres reines sur ce point ? Oui, tout à fait. C'est la première reine déjà à étendre autant ses espaces personnels et puis à s'y impliquer autant aussi. Donc elle est une sorte de décoratrice avant l'heure. Elle contrôle tout, elle est très exigeante, elle a vraiment un goût très sûr et puis aussi, surtout, elle change tout le temps d'avis. Et donc on voit même que même dans l'exécution d'un même cabinet, ordre et contre-ordre se succèdent continuellement dans l'exécution d'une même tâche qui, quand elle est terminée, demande 1000 nouveaux agencements, au point, j'ai trouvé dans les sources, que les artisans disent qu'on croit perdre la tête. Alors, les artisans perdaient la tête, l'historien aussi, parce que je vous assure que quand on regarde les archives, moi, je pensais que tous les 3 ans, ça changeait à peu près. Maintenant, tous les 2 ans, j'ai encore découvert, là, il n'y a même pas une semaine, encore un nouvel état. Et donc, voilà, elle veut perpétuellement être au goût du jour. Et justement, la grande nouveauté de ces toiles de Jouy, ça va être qu'elles sont d'une production finalement beaucoup plus rapide que les soieries lyonnaises très riches qui sont autour de nous. Et donc, ça lui permettait aussi de s'adonner à ce goût très changeant à l'époque qui était diffusé par les journaux de mode. Et voilà, tous les 6 mois, il y avait une nouvelle couleur à la mode, un nouveau motif à la mode, au point parfois véritablement d'en avoir le tournis. Donc dans la restauration de ces cabinets, il a fallu choisir un état à un instant T. On ne peut pas montrer toute la diversité qu'ils ont connue sous l'époque de Marie-Antoinette. C'est vraiment exactement ça. Il a fallu choisir, s'arrêter effectivement sur un état. Et on a choisi l'état 1784. Pourquoi ? Parce que c'était le mieux documenté. Donc ici, c'est le cabinet de la Méridienne. La Méridienne, c'est une sieste, c'est ça ? Oui, alors la Méridienne, ça indique le moment où le soleil est à son zénith, donc le midi. Et puis ça indique aussi en fait ce qu'on appelle une méridienne en art décoratif. C'est aussi cette sorte d'ottomane, on pourrait dire de sofa, sur laquelle la reine pouvait s'allonger quelques heures et qui a donné du coup à la mi-journée ce nom à la pièce. Et donc là, on voit une sorte d'alcôve avec ce sofa parme et doré dans un tissu spectaculaire. Et tout autour, il y a ce qui semble être un miroir très piqué, ancien. Il est là depuis l'époque de Marie-Antoinette. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle une niche de glace. Et d'ailleurs, sur les archives, les glaces sont qualifiées de extraordinairement grandes, ce qui était aussi une prouesse technique. Et puis c'est aussi, en fait, les gens ne le savent pas souvent, mais une sorte d'ingéniosité de l'architecte, parce que vous voyez ces toutes petites pièces extrêmement précieuses, mais qui donnent finalement sur des cours assez tristes et sombres. Et donc, effectivement, on plaçait ici une grande fenêtre, là aussi, avec des glaces extraordinairement grandes, pile face au miroir pour essayer de renvoyer la lumière et ensuite qui se reflète sur la blancheur des boiseries. Tout ça, ce sont des restitutions, ce ne sont pas les soieries d'époque. Exactement, nous avons parfois eu la chance de conserver un lait original du XVIIIe siècle qui sert de base à ces restitutions textiles. Et ça, c'est plus généralement la grande histoire de Versailles depuis les 50 dernières années. C'était de retisser les textiles, mais dans les mêmes maisons qui les avaient livrés au XVIIIe siècle, donc notamment à Lyon, où ils ont encore les archives des commandes de la reine. Et ça, c'est des très grandes aventures, ne serait-ce que la toile ici qui est derrière nous, la grande soierie, d'ailleurs avait été retissée une première fois par Eugénie, sous le Second Empire, qui était
absolument passionnée, vous le savez, par la reine. Et puis ici, elle a été retissée dans les années 1986 et on a presque 9 ans de tissage. Il a fallu reconstruire, inventer un métier à bras pour ce tissage vraiment tout à fait inouï et iconique du style Marie-Antoinette. Mais il est exceptionnel, il faut absolument le voir de ses yeux. Et est-ce que le style Marie-Antoinette lui a survécu ? Est-ce qu'elle a eu une influence jusqu'au 19e, voire peut-être jusqu'à aujourd'hui ? Force est de reconnaître que si elle était une sorte de célébrité à l'époque, d'ailleurs c'est un mot qui apparaît à cette époque où finalement c'est son goût qui crée la tendance, aujourd'hui encore il faut reconnaître qu'elle est encore partout présente en fait et qu'elle continue à inspirer les créateurs. On le voit dans les magazines de mode comme ça qui exaltent encore ce style Marie-Antoinette dont nous avons parlé ensemble. Elle continue d'inspirer les créateurs qui revendiquent son héritage, qui admirent son extravagance, aussi son audace, et notamment au premier rang desquels Karl Lagerfeld. Et puis, les magazines aussi en font une sorte d'icône, à la fois du chic à la française, comme on peut dire, en tout cas de l'industrie du luxe à la française. Et je dirais, mais même chez les pâtissiers aujourd'hui, on peut retrouver du style Marie-Antoinette, évidemment popularisé par le film de Sofia Coppola, et ces fameux macarons pastels qui sont une liberté de la réalisatrice. Mais voilà, force est de reconnaître quand même qu'elle est encore partout présente aujourd'hui. Pendant combien de temps ces cabinets intérieurs ont-ils été fermés, Hélène Delalex ? Écoutez, pendant près de 10 ans, puisqu'en fait plusieurs chantiers se sont succédés. Un chantier qui touchait vraiment la structure du corps central sud, donc pendant à peu près 5 années. Et puis suite à ce grand chantier structurel, nous avons donc initié ce chantier de restauration et de remeublement de ces cabinets. Donc au final, un peu plus de 10 ans. Merci pour cette visite exceptionnelle. J'invite vraiment tous nos auditeurs, s'ils passent par Versailles, à venir voir les cabinets intérieurs de la reine qui sont exceptionnels. Et je rappelle qu'ils peuvent aussi se procurer votre livre, Marie-Antoinette, la légèreté et la constance, qui est paru aux éditions Perrin en partenariat avec la BNF. C'est un livre magnifique, avec plein d'archives, des illustrations et qui est en très bonne place dans ma bibliothèque personnelle. Merci beaucoup Virginie. Et moi, je vous retrouve très bientôt sur votre plateforme de podcast favorite. Mais d'ici là, je vais finir mon petit tour.